fois dans ma vie Raquel, en 95, pour un texte qui était publié concernant son œuvre, et ce texte était un entretien entre elle et Bernard Noël. Donc je l'ai connu très rapidement, et je regrette de l'avoir connu aussi rapidement. Mais Marc Albert pourra vous en dire certainement plus. Jean-Claude Gomel, l'éditeur, qui est juste ici, m'a donné sa confiance pour articuler cette monographie. En fait, il y avait une grosse matière que Jean-Claude avait rassemblée pour d'abord faire un site, constituer un site internet dédié à Raquel, et pour ensuite enchaîner sur ce livre. Et donc moi j'ai reçu tout d'abord une quantité de textes, puisque comme vous le voyez sur la première de couverture de la monographie, il y avait énormément d'écrivains et de poètes qui se sont penchés sur son travail. Donc tous ces textes étaient rassemblés, plus les textes écrits par Raquel elle-même, beaucoup moins nombreux évidemment, et puis une iconographie assez immense, puisqu'il y avait notamment tout l'inventaire de l'atelier, atelier que je dirais maintenant prestigieux, qui se situe à Malakoff, 54 avenue Carbon-Solette, et qui a vu passer le tout Paris intellectuel, on dira. La question qu'on peut se poser d'emblée, c'est que cette femme qui a eu 60 années de création, qui a eu autour d'elle un aréopage aussi prestigieux, des satellites, non pas des faire-valoir, mais qui se sont vraiment intéressés à son travail, comment se fait-il que le nom de Raquel ne soit pas plus reconnu aujourd'hui? Et au fond, c'est le but de ce livre, de cette monographie, de faire en sorte que les choses soient rétablies. Il s'est passé autre chose aussi, c'est que Raquel a toujours été partagée du fait de la création des éditions Orange Export avec Emmanuel Lecard, a été partagée entre l'activité peinture, la plus importante, me semble-t-il, et l'activité édition, pour lequel elle a réalisé elle-même des livres à 4 mains avec les poètes. Et ce fait d'être partagée entre les deux segments, peinture et édition, a fini par brouiller un peu les pistes, je dirais. Primitivement, je voulais appeler le livre Les années Raquel, précisément parce que, comme on aurait dit, si vous voulez, en manière de plaisanterie, les années Warhol ou les années Gainsbourg, parce qu'elle était une espèce de centre autour duquel gravitaient effectivement des personnalités telles que Weinstein, Jean Dève, Marcelin Plenay, Emmanuel Lecard évidemment, mais bon, et enfin, vraiment des vrais noms, de vraies signatures de la littérature et de la poésie contemporaine. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée. Et puis ensuite, je me suis dit, il y a quand même un petit souci, c'est qu'on ne voit pas apparaître le mot peinture. Donc, du coup, on a effacé les années Raquel et on a opté pour peinture, poésie, ce qui rassemblait sa double activité et qui était plus juste. Raquel, c'était une femme que je verrais comme une énergie multiple, démultipliée même. Et d'ailleurs, beaucoup de textes rappellent que sa mère lui disait souvent quel feu te consume. Parce que, si vous voulez, moi je vois, si j'avais un tableau et un marqueur, j'inscrirais un noyau autour duquel il y aurait d'autres circonférences, d'autres cercles. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le noyau, ce serait elle, dans son corps, dans sa chair. Parce que Raquel, c'était une passionnée. Au début, elle s'est passionnée pour la danse. Tellement passionnée qu'elle pouvait danser 6 heures par jour et s'épuiser par cette danse. Donc après, elle s'est un peu calmée, elle s'est un peu retirée, elle est passée au théâtre. Du théâtre, il reste peut-être des enregistrements de sa voix qui sont de véritables performances. Vous savez, ces enregistrements où on entend des onomatopées, des grognements, des rumeurs ponctuées de silence. Et ces enregistrements sont vraiment sa voix à elle, donc son corps à elle.
Et puis, il y a aussi sa manière d'être dans l'atelier. On voit souvent des photos où elle apparaît devant ces toiles qui sont souvent de très grands formats, parfois 6 mètres, près de 6 mètres par 3, ce qui est vraiment gigantesque pour ce petit bout de femme. Et en fait, elle prenait un grand plaisir à les manipuler, à les changer de placement. Parfois même, elle voulait les faire transiter de l'appartement de Malakoff vers son appartement de la Ville Foch, ce qui rendait les choses très peu aisées, évidemment. Donc c'était une espèce de, comme ça, d'atome, quoi. Voilà, un véritable atome. Et autour d'elle, je vois une sphère de connaissances. Raquel était une grande lectrice depuis l'enfance. Et donc, elle s'est penchée très vite sur la philosophie et finalement s'est axée sur la pensée juive. Elle a suivi les enseignements de Jean-Jacques Lade, puis ensuite, comme elle était très très déterminée, elle a construit un groupe qui se réunissait à l'atelier pour suivre ses enseignements sous la houlette de Claude Guirmand. Donc cette recherche de connaissances, elle l'a eue toute sa vie. Et Lison va nous lire à ce propos un texte. Je me méfie du mot éthique. Raquel, Carnet 1980. Nous sommes en devenir, tout autant comme sujet qu'en tant que relation à l'autre. Et c'est là que l'on peut parler d'éthique, en train de naître, en train de se faire. Nous sommes requis sur tous les fronts à la fois. La vigilance doit être constante, lucide, intellectuelle. L'histoire de l'Hébreu est une suite de tentatives en vue de l'accomplissement du projet dont nous sommes porteurs. Pour moi, la chose importante est ce travail de décapage. Lutte contre les idoles, destruction des images sur tous les champs. Sans oublier que le premier champ à décaper est en nous. Il n'y a que des points de vue qui varient sans cesse, en fonction des situations et selon les territoires traversés. Pour nous, la vérité ne peut être que partielle, plurielle, car je ne peux me connaître, me saisir, n'étant qu'une dynamique subtile en devenir. Ce monde n'est pas lumière, mais confusion, opacité, tohu. Le plus sombre, le plus désordonné en apparence. Un monde où tout est fait pour nous piéger, nous empêcher d'accomplir notre vocation, d'être à part entière, responsable. Toute la création, semble dire certains de nos sages de la Kabbale, tend à l'accomplissement de ce point ultime. Un monde opaque, voilé, où les évidences ne sautent pas aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous pouvons que travailler toute notre vie pour affiner notre perception, la pousser à l'extrême limite de nos possibilités, aller vers l'être en moi que je cherche à faire émerger, pour épuiser une certitude que rien autour de moi ne me laisse prévoir. Pari fou, qui nécessite une intention forte, intense, car je suis à faire à chaque instant. Merci. Donc je vais vous parler de cet atome libre qui est Raquel, autour duquel gravite cet espace de connaissance, cet espace de l'atelier aussi, qui est extrêmement important. L'atelier, c'est comme... il a réuni tant de personnalités, il a vu naître tant d'éditions, qu'on pourrait le voir un peu comme un liquide amniotique dans lequel les écrivains auraient évolué autour d'elle. Cet atelier, il est le centre de sa vie, mais son activité ne s'arrête pas quand elle sort de cet atelier. En fait, tout son art, c'est ce que je comprends à travers tout ce que j'ai lu, c'est que tout son art, c'est sa vie elle-même. Elle franchit le seuil de l'atelier, mais cet art continue d'être là. Donc il y a l'espace de l'atelier, il y a aussi l'espace voyage. Elle a été influencée par ses voyages. Elle a notamment migré au Canada à un moment, et puis elle a enchaîné sur les États-Unis. Aux États-Unis, elle a voyagé avec John Franklin Koenig, que peut-être certains d'entre vous connaissent, pour avoir été un artiste rattaché à la Galerie Arnaud. Ensemble, ils traversent l'Arizona, ils traversent le désert qui inspirera ses toiles aussi. Elle en est fortement émue.
ce désert. Et puis elle ira aussi beaucoup plus tard à Rome avec Emmanuel Ocar, et il en jaillira des toiles rayonnantes, des toiles lumineuses, des jaunes, des ocres, des oranges. Voilà, donc cet espace voyage est très important. Et puis enfin, il y a l'espace livre forcément, pour lequel Raquel questionne à nouveau la surface, questionne à nouveau la déstructuration de l'espace. Où placer les blancs, où placer la typographie, où placer les silences. C'est exactement comme la peinture. Alors toutes ces sphères autour d'elle, toute cette activité centrifuge, eh bien chez elle, ça engendre des émotions et même des angoisses. On va le voir très vite avec ses premières peintures abstraites, fin des années 50, début 60. Ce sont beaucoup de gestuels, ce sont des signes rouges, des signes noirs. Emmanuel Ocar parlera de signes dramatiques. Et en effet, il y a un lyrisme dont elle essaiera par la suite de se détacher le plus possible. Et ce lyrisme, elle sait d'où il vient. Il vient de la gestuelle de son bras tenant le pinceau. Et de ça, elle va essayer de se détacher toute sa vie. Ce qui est pour elle le grand déclic, c'est donc ce voyage aux États-Unis où elle rencontre la peinture américaine. Elle va rencontrer notamment la peinture de Franz Klein, celle de Sam Francis. Elle va donc reconnaître l'expressionnisme abstrait ou l'action painting. Et surtout, lors d'une halte à Washington, elle voit les tableaux de Rothko. Il y a peu de tableaux dans cette exposition, mais elle en est complètement subjuguée. Elle reste des heures devant eux en pensant que peut-être, elle aussi, pourrait aller dans ce sens, à sa manière, bien entendu, en creusant à nouveau l'espace de sa propre façon, mais c'est vraiment un choc visuel et mental pour elle. Donc, dans sa carrière, elle a pu citer les peintres américains. Elle citera aussi Soulages, qui est un peu de la même génération finalement. Et comme vous savez, Soulages a déployé comme une bannière tout au long de sa carrière, qui n'est pas terminée, loin de là, que le noir était une couleur. Ça a été sa manière à lui de théoriser. Et ce qu'on reconnaît, ce qu'on voit chez Raquel, c'est qu'elle ne théorise jamais. Elle ne théorise pas. Ce n'est pas qu'elle ne sache pas le faire, c'est qu'elle, d'abord, elle laisse aux écrivains le soin d'apporter des mots sur sa peinture. Ce n'est pas une simplification béate de sa part, non, c'est juste qu'elle voudrait, comme affirmation courageuse, dire que sa vie est un engagement artistique. Toute sa vie est un engagement artistique. Et justement, si je le retrouve, elle a cité, dans ses éditions Notes, qui est une revue qu'elle a créée dans les années 80, une phrase de Michel Foucault, qui va dire exactement ce qu'elle ressent. Ce qui m'étonne, c'est que dans notre société, l'art n'est plus de rapport qu'avec des objets, et non pas avec la vie. Mais la vie ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art? Je pense qu'elle aurait pu prendre ça comme bannière. C'est évident. Et d'ailleurs, elle s'en est servie. Alors, évidemment, elle a eu des expositions. Mais très peu d'expositions, parce que Raquel n'était pas quelqu'un qui courtisait ni les galeries, ni les conservateurs de musées. Peut-être n'avait-elle pas le temps, toujours haletante, toujours à chercher, à rechercher. Donc elle a une exposition notamment à la Galerie Arnaud, que je recite parce que dans le contexte, elle est très importante, et c'est d'ailleurs là qu'elle va rencontrer Jean-Claude Gomel, son éditeur. Là encore, je voudrais faire intervenir Lison, qui va lire une petite partie d'un entretien avec Franck Venaille, ce qui est pour nous une sorte d'hommage à donner à Venaille qui vient de disparaître. Venaille l'avait aussi interviewé au moment des Nuits magnétiques sur France Culture. Donc, entretien avec Franck Venaille, de panne ce jour-là dans la lumière blanche, Monsieur Blum numéro 2, 1978. Venaille, dans tes toiles, il n'y a pas d'histoire, pas de fiction,
mais de masse. Pas de ligne, pas de courbe, pas de signe non plus. Tout cela est muet. On croirait marcher dans le silence. Ça te choque si je te dis que c'est une peinture de la mort, si je pense à tes triptyques de la répétition de la mort. Raquel, c'est sûrement une peinture de la mort. Mais c'est aussi une peinture où les marches sont très importantes. Et cela, si tu veux, c'est un peu la respiration. La respiration dans la terreur. Au fond, on peut le prendre de deux façons. Dans la terreur et aussi dans la dérision. Le rire, c'est toujours l'agonie. C'est un rythme aussi. Et dans la mort, il n'y a plus de rythme. Plus rien. C'est toujours une bagarre. Venaille, est-ce que tu peux me donner la raison des triptyques, dire pourquoi tu peins assez souvent 3 ou 4 toiles pratiquement semblables? Ce qui se passe et qui est à l'extérieur, ce qui est expulsé, ce rythme, c'est comme un accord de musique. C'est le moment dans un diptyque ou dans un triptyque où il se produit un accord singulier entre les couleurs. Ce que je cherche, c'est arriver à la moindre différence, à quelque chose que j'entends presque, comme un son. Venaille, quand on te dit que tu es une peintre abstraite, tu réagis comment? Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça ne veut rien dire non plus. Ce n'est pas plus abstrait que la réalité. Venaille, alors qu'est-ce qui te semblerait juste comme définition, comme approche? Rien. Rien. Une peinture de rien. Je crois qu'il n'y a rien dans ma peinture. Pas de signe, pas de signifiant, pas de couleur, il n'y a rien. C'est vide. Mais un vide sur lequel je travaille depuis tant d'années. Venaille, sur des photos où l'on te voit peindre, tu sembles totalement engagé en mouvement. Tu peux dire comment ça se passe? Oui, le corps est très important pour moi. Ce qui compte, c'est la danse, par exemple, ou l'existence de mon corps. Ce qui me fait vivre, c'est de le sentir. Quand je peins, je le sens, ça colle à la toile. En faisant du gestuel, seul mon bras était en mouvement, tout le reste mourait. Maintenant que je peins des peintures qui peuvent paraître sans mouvement, eh bien c'est là que je m'implique le plus. Tout mon corps, tout mon être, tout mon souffle. Comme dans la danse. Je vis mes toiles totalement. Et quand j'ai fini de peindre, d'ailleurs, je suis exténuée, vidée, mais sereine. Voilà, donc elle aura des expositions assez prestigieuses à l'Arc, musée d'art moderne de la ville de Paris, pour lequel Marcelin Plenay rédigera un texte. Donc c'est quelque chose de très important dans sa carrière. Et puis il y aura aussi, et elle y montrera les grands formats. Je pense qu'elle a été très heureuse de voir enfin ces grands formats, surtout dans le cadre du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et puis elle exposera 2 années plus tard, en 84, à la galerie Breteau, qui est aussi une très belle galerie, qui dès les années 61 avait exposé Jacquet, Nancy Spero, Peter Saul et même Anselme Boisvive, ce qui donnait quand même un panel extrêmement divers. Mais la galerie Breteau lui consacre une très belle exposition où on pourra voir lors du vernissage Philippe Solers, Marcelin Plenay bien entendu qui l'accompagne, Soulage de passage, presque le tout Paris s'était pressé à la galerie Breteau. Mais elle ne pense jamais carrière ni galerie. Elle ne pense même pas conservation de ses œuvres. À vrai dire, elle n'archivait rien, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui. Elle n'archivait rien. On ne tenait pas le compte de ce qu'elle avait donné ou vendu comme... Voilà, il n'y avait pas de... On ne sait pas où sont les tableaux qu'elle a vendus. Voilà, elle n'archivait rien, il n'y avait pas de liste. Très souvent, elle signait de son seul nom Raquel, puisqu'elle s'appelle Raquel Lévy. Mais elle signait Raquel ou pas du tout. Je pense même qu'une grosse moitié de son œuvre n'est pas signée. Donc cet électron libre, il est quand même très très particulier. La postérité, au fond, ça ne l'intéresse pas. La reconnaissance, un peu quand même. Elle aurait bien voulu. Mais
elle a manqué de temps, je crois. Elle aurait dû vivre 120 ans, ça aurait été beaucoup mieux. Et puis, forcément, les écrivains vont venir à la rescousse. Il fallait bien que des signatures mettent en mots cette peinture si difficile finalement, si difficile, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée aux peintres américains, elle ne les a pas pris comme modèle, elle n'a pas été à leur suite, elle a construit quelque chose, notamment à travers les diptyques et les triptyques. Et ça a donné tout le sucre de son œuvre, parce qu'en fait, diptyque, triptyque, cela a accouché de fentes, cela a accouché de marges, d'interstices, et au fond, on aurait pu appeler sa peinture la peinture de la marge. Car c'est vrai que le public a besoin de formules. Si vous dites « je suis figuration nouvelle, je suis support surface », on va mémoriser votre peinture. Or Raquel, elle n'a pas eu de formule Cézanne. Et peut-être cela lui a-t-il manqué. Mais peinture des marges, ça lui aurait bien été. Sauf qu'elle était assez esselée. Il n'y avait pas de groupe autour d'elle. Il y avait le groupe écrivain, mais pas de groupe peinture, pas de plasticien autour d'elle. Et peut-être aurait-elle dû chercher des connivences et peut-être les critiques d'art auraient-ils pu aider à cette formulation. En tous les cas, ils se sont beaucoup épanchés sur la marche, sur le continuum. Le continuum, c'est ces grands formats qui existent et qui semblent en même temps ne pas s'arrêter avec la toile, au bord de la toile. Le chromatisme irradie, le chromatisme va bien au-delà de la toile. Et ce continuum est une idée par rapport à sa peinture que je trouve extrêmement intéressante. Donc, plus radicalement, elle dit, comme Lison vient de le lire, aller vers le rien, aller vers l'effacement. Et toute sa carrière ira vers cet effacement. C'est pourquoi dans le livre, il y a toute une partie, tout un premier chapitre qui s'intitule « Le laboratoire de l'effacement ». Donc son laboratoire, son atelier, où elle va vers le gommage, elle se déleste du trop-plein. Vous savez, ce lyrisme dont je parlais tout à l'heure avec la gestuelle, elle a fini par l'occulter tout à fait. Et c'était une grande victoire. Peut-être on peut lire, disons, Marie-Claude Wolfin. Ouais. Voilà, ouais, parce que ça dit beaucoup. Ouais. Marie-Claude Wolfin, critique d'art, qui a bien supporté Raquel. Donc, Revue de l'Humanité, numéro 24, 1977. Mes toiles sont plates, minces, mes lignes précises, nerveuses. Les formats sont à la mesure de mon corps. Les couleurs uniformes, souvent dures, la matière généralement lisse. Je n'ai découvert Newman qu'en 1972 à l'exposition du Grand Palais. Mais là aussi, il y a aussi une conception de l'espace tellement différente. Mon rapport à la peinture américaine passerait plutôt par Franz Klein. J'ai découvert ses toiles à New York en 1960 et ça a été alors un grand choc. Dans une certaine mesure, tout mon travail est parti de là et de Soulages. Au départ, le geste était une façon de libérer la charge d'intensité que je portais en moi, très brutalement, très directement. Puis il est venu un moment où je me suis rendu compte que la violence du geste ne suffisait plus à opérer le débordement dont je ressentais physiquement et intellectuellement le besoin. Cela finissait même, à l'inverse, par engendrer un nouvel enfermement. Pas seulement à cause d'une certaine facilité, mais parce que la trace du geste sur la toile a quelque chose de statique et de figé, en contradiction avec l'idée même de geste. Et aussi parce que ça n'implique finalement qu'une partie du corps, les bras, et même un seul bras, avec la main qui tient la brosse ou le couteau. Je voulais que tout le corps entier participe au geste. C'est d'ailleurs littéralement comme ça que je peins. La toile est à plat, et moi penchée au-dessus, de tout mon corps, depuis la pointe des pieds jusqu'à l'extrémité des bras. Quand je dresse la toile, chaque fois, c'est la même verticalité que quand je me relève. Les lignes de la toile et du corps,
une verticalité physique et non mentale comme chez Newman. Même aujourd'hui, c'est toujours le geste qui est là, mais amplifié, ralenti et contrôlé. Mes formats se sont agrandis. Le geste n'est plus inscrit dans l'espace du tableau, mais c'est le tableau tout entier qui devient geste. C'est quelque chose entre le geste et pas de geste. Presque immobile, mais pas à l'arrêt. Cela a pris du temps. Ça a commencé par un mouvement centrifuge, une tendance à expulser tout ce qui faisait obstacle, ce qui fragmentait le corps. Signes, épaisseur, couleur. Je travaille toujours avec la couleur. Mais même la couleur est devenue comme sans couleur. Comme ce qui reste quand ça va disparaître, quand on gomme, quand on efface. Tout se passe au bord, où la couleur vient à faire défaut, où ça défaille, où ça s'approvit pour de bon. Comme si je travaillais à la bordure de l'absence du geste, là où aucun geste ne pourrait plus être accompli. Ça peut durer des jours, des semaines, cela ne compte pas. Creuser le silence, autour et dedans. Pour moi, ces toiles sont comme des murs de silence dans mon propre atelier. Alors, toute la proximité des écrivains et des poètes au sein de l'atelier, et Dieu sait s'ils ont été nombreux, ont forcément débouché sur des livres à 4 mains, dont évidemment Raquel était la première protagoniste. Donc elle a réalisé des livres avec Edmond Jabès, avec Anne-Marie Albiac, avec Mathieu Bénezet. Et là, au début, elle a un peu freiné parce qu'elle ne voulait pas revenir au petit format. Elle disait, le livre, c'est du petit format, mais elle s'est bien rendu compte qu'il y avait le volume en plus. Elle qui ne s'était jamais adonnée à la sculpture, elle s'est dit, en fait, je peux transposer tout mon questionnement pictural au livre. Je peux revenir à la déstructuration de l'espace. Je peux revenir à, en posant les blancs par rapport à une typographie, je peux reconstruire l'espace à ma façon, mais en compagnonnage. Un peintre qui dit « je ne suis pas peintre », car elle l'acclamait beaucoup, qui dit « je ne fais pas de peinture abstraite », dont son exégète le plus précis, c'est-à-dire Marcelin Pleinet, dit que ces toiles sont inclassables. Tout ça rend les choses très très difficiles. Et c'est peut-être pourquoi Raquel aujourd'hui reste une inconnue au plan pictural. Mais au fond, elle-même ne le voulait, peut-être le voulait-elle, puisqu'elle parle d'effacement, effacement même de sa propre personne et peut-être disparition. Je vais donner la parole à Marc-Albert Levin. Donc lui, il a rencontré Raquel, il l'a côtoyée et je pense qu'il a quelque chose à vous communiquer. Ça m'a fait très plaisir qu'on me demande ça. Et en fait, pour être sûr de ne pas perdre mes moyens en face de gens que je ne connais pas, vous me permettrez de lire ce que j'ai écrit pour elle cet après-midi. Ça s'appelle « Salutations à Raquel ». Je vois se dessiner sur le visage de Raquel l'esquisse d'un petit sourire narquois. Elle sourit de nous voir rassemblés ici ce soir, si sérieux pour lui rendre hommage, alors que rien ne lui pesait tant que les poses affectées et l'esprit de sérieux. On me demande de parler d'elle parce que je l'ai bien connue. Je l'ai mieux que bien connue. Je l'ai aimée comme on aime à 21 ans. Et j'aimais à travers elle la découverte simultanée de 3 trésors inestimables. D'abord,
celle d'une féminité libre et généreuse. Elle trônait au centre d'une chambre entièrement peinte en rouge, juste assez grande pour contenir un matelas king size posé à même le sol, et une seule rose jaune sur un guéridon dans un pot de cuivre au col fin. C'était à l'hôtel d'Aubusson, rue Dauphine, au-dessus du Tabou. Deuxième découverte pour moi, celle du quartier de Saint-Germain-des-Prés au tout début des années 60. La découverte dans l'atelier de Raquel de la vie d'artiste, comme on dit, avec des toiles inachevées, de grands gestes colorés, jetés avec impétuosité comme pour échapper aux clichés et aux idées reçues. Il y avait aussi, à côté de la chambre rouge, dans la pièce qui lui servait d'atelier, des visites impressionnantes. Celle d'Antonio Saora, par exemple, tout de noir vêtu et s'appuyant pour marcher sur sa canne à pommeau. Ou la visite d'un jeune écrivain venu de Hongrie, dont j'ai oublié le nom, mais qui portait un caftan d'Astrakhan à rendre jaloux Unterwasser. Nous avions cette amitié partagée pour John Franklin Koenig, un être fin et délicat qui n'aimait d'ordinaire que les garçons, mais qui dans son cas avait fait une exception. Dans quelques chambres de bonne réunies en un petit appartement sous les toits du 8 rue Madame, à 2 pas de la place Saint-Sulpice, John s'était aménagé ce qui m'apparaissait comme un château de rêve. Il avait recouvert les murs en soupente de la cuisine de papier d'argent. C'était peut-être simplement le papier que l'on trouve dans les paquets de gitane bleue, mais collé bout à bout, il rythmait la surface du mur autour du vasistas, comme les feuilles d'or rythment le fond de certaines peintures de Fujita. John avait une capacité rare que nous admirions. Il changeait en art tout ce qu'il touchait. Il faisait des collages sur tout, sur la boîte métallique qui contenait le thé fumé, sur les boîtes d'allumettes, et jusque sur les couvertures des livres et des disques. Les livres étaient parfois des érotiques à l'époque introuvables ailleurs que chez lui. Gamiani d'Alfred de Musset ou les mémoires d'une cantatrice allemande. Et les disques, l'Équator d'Anton Webern, ce trésor de pureté et de concision, ou le Didon et Aîné de Pourcel, composé pour les jeunes filles d'une pension anglaise, avec la voix suraiguë d'Alfred Deller, un contre-ténor britannique que John affectionnait et dont je m'étonne de retrouver le nom. Mais il y avait aussi l'irremplaçable Round About Midnight interprété par Miles Davis, ou les tambours vaudous d'un musicien que je rencontrerai bien des années plus tard en Haïti, l'inoubliable Tiroro. Si je parle tant de John Koenig, c'est que Raquel a fait avec lui un voyage inoubliable à travers les États-Unis. Ce qui ne l'a pas empêché, après leur séparation, de rencontrer sur le bateau du retour un Viennois qui chantait encore ses louanges en juin 2018 dans son atelier. Son charme en tant que personne, ainsi que son refus de se laisser épingler dans une seule catégorie de l'art, papillonnant de la danse à la peinture et surtout son amour du livre et de la lecture à laquelle elle consacrait une bonne partie de son temps, fait que de son vivant, je n'ai jamais regardé sa peinture avec le sérieux qu'elle méritait. Maintenant que sa présence physique n'est plus là pour lui faire concurrence, sa peinture me semble au contraire très rare et très précieuse. Elle me paraît entrer en résonance, ce qui est rare de ce côté de l'Atlantique, avec la démarche d'un Rothko, par exemple. On pourrait appliquer à Raquel cette belle phrase de Claude Roy à propos de Zahobouki, dont il y a en ce moment une magnifique exposition de très grand format au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Si elle peint ses tableaux, c'est pour habiter quelque part. La terre étant ce qu'elle est, autant s'inventer un pays habitable. C'est vrai de n'importe quel peintre, toute peinture est d'abord la création d'un espace vital. Son espace vital, cet espace que Raquel n'a cessé de se réinventer, est aussi peu encombré que possible. Il est pure vibration, ouvert à tous les rêves et à toutes les interprétations. Je disais que je devais à Raquel la découverte de 3 trésors inestimables.
celle d'une féminité pleinement assumée et celle de ce que l'on appelle la vie d'artiste. Quelle était la troisième découverte? Sa fidélité en amitié et sa recherche de spiritualité, deux éléments dans son cas étroitement liés. À la fin des années 80, je l'avais retrouvée au chevet de Jaja, la mère de Jean-Robert Arnault, dans une maison de retraite de la rue des Bellefeuilles, dans le 16e arrondissement. Je connaissais une bouddhiste qui vivait dans cette même rue des Beaux-Quartiers. Elle s'appelle Indiana, une vieille dame très élégante qui venait rendre visite à Jaja avec moi assez régulièrement. Et nous y avons retrouvé Raquel. Jean-Robert se plaignait de ce que cette maison de retraite lui coûtait très cher, mais sa mère se plaignait sans cesse de tout ce dont elle manquait. Indiana et moi allions lui remonter le moral. Impossible que je n'ai pas vanté à Raquel à ce moment-là la simplicité de notre pratique bouddhique, ce mantra Nam-myoho Renge-kyo que nous récitions au chevet de Jaja, comparé à la complexité des études talmudiques qui la passionnaient. D'un côté, une multitude impressionnante de questions sans réponse. Jabez, qu'elle a illustré, a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des questions. Et de l'autre, une réponse unique, la pratique bouddhique la plus simple qui soit. Je me souviens évidemment de son détour par Cagnes-sur-Mer et de cette communauté autour de Monsieur de Céligny dans laquelle j'étais venu repêcher ma première femme Lisa, qu'elle y avait entraînée. Raquel en a sans doute retiré ce que ce petit groupe pouvait lui offrir de meilleur. Son amitié pour Jean-Claude Gomel et Emmanuel Ocard qui ont vécu cette aventure avec elle. Impossible de quitter Raquel sans avoir dit un mot de Gaspard, son chien noir. Il était trop gros pour se laisser oublier. Un jour, je ne sais plus pourquoi, nous étions place des Vosges. Elle devait aller quelque part et elle me l'avait confié. Gaspard n'avait pas de laisse. Raquel n'était pas du genre à tenir qui que ce soit en laisse, même un chien. J'étais assis à une terrasse de café et voilà que stupeur, horreur et tremblement, Gaspard avait disparu. Angoisse instantanée. Qu'allait-elle dire si j'avais perdu son chien adoré? J'ai tourné, viré sur la place, totalement terrorisé. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé, pourquoi s'inquiéter? Il finira bien par réapparaître. Et je suis retourné m'asseoir. À l'instant même où je m'étais rassis, rasséréné, Gaspard avait réapparu. Il était de retour à mes pieds. J'avais soudain compris un principe souvent vérifié par la suite. En toutes circonstances, rien n'est plus à craindre que la crainte elle-même. On a un jour reproché au Bouddha Shakyamuni de ne jamais répondre à certaines questions. Il aurait dit qu'il était inutile de répondre à des questions qu'il est inutile de se poser. C'est ce que j'aime dans cette philosophie bouddhique. Elle ne se perd pas dans les spéculations vaines et recherche avant tout l'efficacité et les réponses concrètes. Je n'ai pas besoin de le dire à Raquel parce qu'elle le sait bien. Nous ne nous sommes jamais quittés. Elle est matin et soir dans ma prière pour les défunts avec John, Jean-Robert, Lisa, Michel Tisblatt, Solange et tant d'autres amis disparus. Dans une prochaine vie, sous d'autres déguisements, nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas, mais si dans cette prochaine vie, nous nous sentons soudain étonnamment heureux de rencontrer des inconnus, c'est peut-être parce qu'ils ont été, comme Raquel et moi, des amis très chers en cette vie-ci. Merci de votre attention.